2025, défis, enjeux et perspectives sur le continent africain. On en parle avec Seydi Kaba, journaliste et président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, et Karine Oriot, journaliste et éditorialiste. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. On vous a demandé à tous les deux des sujets qui vous semblent importants à suivre cette année. Je me tourne vers vous, Seydi Kaba. Vous avez répondu l'insécurité dans la région du Sahel notamment. Oui, la crise sahélienne est sans doute un des dossiers qu'on suivra avec attention. Dans votre journal, vous avez évoqué la crise dans l'Est démocratique du Congo. Il y a à côté de cette crise un certain nombre de crises oubliées sur le continent. Je pense au Soudan. 20 mois après le début de la guerre civile, le pays ne semble pas prendre le chemin d'une sortie de la crise. Il y a la question en Libye, depuis le démantèlement de la Libye par l'OTAN, cette intervention de l'OTAN. La Libye peine à s'en sortir, et il y a aussi la situation au Sahel où la menace terroriste, après avoir sévi au Sahel, tend aujourd'hui à s'étendre aux pays du Golfe de Guinée, particulièrement au Bénin et au Togo. Je pense que ça, c'est des questions qu'il faut avoir sur notre agenda pour cette année 2025. Et est-ce que vous voyez des motifs, j'ai envie de dire presque d'espoir, sur le règlement de certains de ces conflits? Je pense que, particulièrement au Sahel, l'approche qui consiste d'abord à mutualiser la réponse aux défis sécuritaires à travers la création de l'Alliance des États du Sahel me semble être une bonne approche, puisque jusqu'ici, ce qui nous a manqué, c'est la mutualisation, c'est la construction d'une réponse transnationale à une question qui est devenue transnationale. Deuxième motif d'espoir, à côté de cela, je pense que nous avons aujourd'hui la preuve évidente que la crise ne peut se résoudre que par les moyens sécuritaires et militaires. Il y a de plus en plus la prise en compte de la dimension développement, particulièrement la question du chômage des jeunes, à mon avis, qui est une question importante et sur laquelle j'ai le sentiment que à la fois les pays africains du Sahel et leurs partenaires ont tendance à prendre conscience de cela. Quand on prend un pays comme le Togo, il a aujourd'hui en train de construire une réponse qui associe le sécuritaire, le militaire, mais aussi la dimension de développement. Donc, ces deux facteurs-là me semblent être porteurs d'espoir. Quand on prend une autre crise qui est très aujourd'hui préoccupante, celle du Soudan, il a été rapporté une médiation de la Turquie, puisque aujourd'hui, en réalité, le problème de la crise au Soudan, ce n'est pas tant les belligérants soudanais eux-mêmes, c'est les acteurs extérieurs qui essaient de manipuler, qui influencent les uns et les autres. Et tant que ces acteurs extérieurs ne sont pas associés à la solution, les belligérants soudanais eux-mêmes peuvent prendre des engagements qui ne tiendront pas. Donc, cette médiation turque est une bonne chose? Ah oui, je pense que cette médiation turque est une bonne chose, puisque la Turquie s'est engagée à discuter avec les Émirats arabes unis, qui sont un des soutiens affirmés d'un des belligérants, notamment le patron des forces de soutien rapide. Je pense on peut espérer en 2025 quelques avancées. Je ne dis pas que ça va être l'année de toutes les solutions aux crises africaines, mais il y a des motifs d'espoir à condition qu'on continue à travailler. Karine Oriot, ce sont les élections présidentielles dans deux pays qui vous ont inspiré, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors, premièrement, le Cameroun, pourquoi? Parce qu'on attend, ça fait 42 ans que le président Paul Biya est là et qu'on espère que cette fois-ci, on peut avoir une alternance, pourquoi pas. On veut aussi voir à travers cette élection l'émergence de nouveaux leaders politiques. Et puis enfin, comment se mobilise la jeunesse. Et puis, en tant que Camerounais, on espère voir autre chose. Ensuite, la Côte d'Ivoire, parce que il s'agit aussi d'une élection qui est basée sur la réconciliation. On a vu, l'ancien président Laurent Gbagbo sera peut-être candidat. On voit qu'en ce moment, au PDCI, il y a effectivement une lutte de leadership. Donc, c'est intéressant pour nous de voir ce qui va se passer d'une part en Afrique centrale et aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, deux élections, même si certains disent qu'il n'y a pas de surprise, mais quand même, les projecteurs sont braqués sur ces deux pays. Et dans les vœux qu'on a vus des deux présidents, il n'y a pas eu spécialement d'indication sur l'avenir des prochains mois même? Alors, non, en ce qui concerne le Cameroun, ce n'était pas une surprise. On a l'habitude d'entendre le président s'exprimer ainsi, c'est-à-dire que c'est toujours très mystérieux. Donc, on espère quand même qu'en octobre 2025, les élections vont avoir lieu et qu'on va voir émerger de nouveaux leaders avec de nouvelles propositions pour la société camerounaise. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est une transition pacifique, quel que soit ce qui se passe dans les deux pays. Seydi Kaba, vous avez évoqué un autre conflit un petit peu dans votre introduction, la Libye.
On en parle de moins en moins, on a l'impression, même si nous, on en parle toujours dans le journal, mais la communauté internationale s'intéresse de moins en moins, en tout cas, au cas libyen. Oui, c'est exact. La crise libyenne est une crise un peu oubliée aujourd'hui du fait d'autres urgences sur l'agenda international. D'abord, il y a eu en 2022 la guerre russo-ukrainienne, ensuite est venue s'ajouter les événements du 7 octobre. Donc, du coup, la crise libyenne a été en partie oubliée, alors que la responsabilité, quand même, c'est celle de l'OTAN qui a fait cette intervention mal pensée, mal réfléchie, qui a fait que la crise libyenne, au-delà de la Libye, a alimenté le conflit au Sahel. Je crois qu'il y a une sorte de découragement, mais il ne faut pas se décourager. Et il est à espérer que l'Union africaine, on a vu récemment le président Sassou Nguesso qui se rendre en Libye pour discuter avec les parties libyennes. Je pense qu'il ne faut pas oublier la crise libyenne. Il faut travailler à une solution parce que la stabilité de la Libye va influencer aussi ce qui se passe au Sahel. Karine, c'est un autre conflit que vous avez noté parmi les enjeux de cette année 2025, le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. On en a parlé dans ce journal avec les avancées notamment récentes du M23, même si les forces congolaises affirment avoir repris des zones. Ce conflit-là qui dure et qui s'éternise et qui a de lourdes conséquences. De lourdes conséquences, on espère que cette année, en tout cas, permettra un dialogue entre les deux parties parce qu'il y a eu un échec de la rencontre à Luanda qui était prévue et on espère vraiment qu'en tout cas, les deux présidents pourront s'exprimer. Pour l'instant, les populations sont prises en étau dans ce conflit et puis il y a aussi une guerre de communication. Donc, on espère que dans les quelques mois, il va y avoir une vraie médiation, un dialogue pour que le conflit s'arrête. Vous croyez notamment à la médiation de l'Angola ? Je ne désespère pas. Je pense que, en tout cas, la communauté internationale doit vraiment mettre des pressions sur les deux parties pour que les exactions s'arrêtent et que la population arrête d'en pâtir. Les dernières heures de 2024 ont été notamment marquées par des déclarations de présidents pour les vœux du Nouvel An. On voit ça et on en parle. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Ce sont les mots du président Bassirou Diomaye Faye. Quand on pense à présence militaire sur le continent africain, et notamment au Sénégal, on pense notamment à la France. C'est le début d'une nouvelle ère. Qui était déjà annoncé, on l'a vu dans l'Alliance des pays des États du Sahel. On le voit, c'était déjà annoncé au Tchad. C'est clair que c'était une coopération qui devait mettre fin. Ça fait quelques années déjà qu'on parlait du retrait des troupes françaises et que ce n'était pas réaliste. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est devenu en tout cas l'argument pour chaque chef d'État pour assurer aussi, parce que on ne peut pas continuer à chaque fois à faire appel aux forces françaises. On peut nous aussi former nos armées et puis être réalistes sur le terrain. Je crois fondamentalement c'est la fin d'une époque. Ces appels au départ de forces françaises, que ce soit dans des pays inattendus comme le Tchad, le Sénégal et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, signent la fin d'une époque. Il faut en profiter pour construire un nouveau paradigme de relations entre la France et l'Afrique, un paradigme qui amène à des relations beaucoup moins verticales. Par le passé, la relation a été un peu verticale. C'est la France qui est en haut, les pays, les anciennes colonies en bas. Je crois qu'avec cet épisode-là, on doit construire une relation beaucoup moins verticale, comme les anciennes puissances coloniales ont avec leur pays quand il s'agit des pays anglophones ou des pays lusophones. Je crois qu'il y a une belle occasion là de construire cette nouvelle forme de relation. Et j'espère que le fait que nous allons avoir cette année, en février, c'est un événement important pour le continent, l'élection d'une nouvelle commission à l'Union africaine, puisque le mandat du président Moussa Faki se termine, va être l'occasion pour le continent d'impulser de nouveaux partenariats avec le reste du monde, au-delà de la France toute seule. Sadi Kaba, on va évoquer à présent l'avenir
des régimes militaires. J'ai envie d'ajouter l'avenir de la CEDEAO. Vous n'avez pas de boule de cristal, vous ne voyez pas dans l'avenir. Mais vous voyez quoi? Non, je crois que, comme le sommet d'Abuja du 15 décembre l'a dit, la séparation est actée. Maintenant, il faut travailler à ce qu'elle soit la moins douloureuse possible, je pense. Il faut travailler à ce qu'on pose des passerelles entre la CEDEAO et l'AES. Pour moi, la CEDEAO a besoin de l'AES parce que vous ne pouvez pas construire une réponse aux défis sécuritaires sans les 3 pays de l'AES qui sont l'épicentre de la crise. Quelles que soient les solutions que vous allez trouver, si vous n'associez pas les pays, et les pays de l'AES aussi ont besoin de la CEDEAO. Les 3 pays membres de l'AES sont des pays continentaux. Le Niger ne peut pas accéder au port sans le port de Lomé et de Cotonou. Le Mali ne peut pas accéder au port sans le port d'Abidjan et de Dakar. Et idem pour le Burkina qui ne peut pas accéder au port sans le port de Cotonou, de Lomé et de Tema. Donc il y a des relations quand même qui sont les relations, au-delà même des relations familiales, des relations historiques, il y a la nécessité de sortir d'une séparation conflictuelle, de sortir de la confrontation qui n'arrangerait personne. Je voudrais parler du rôle de l'Afrique en 2025. On a vu que certains chefs d'État avaient notamment essayé de peser dans le conflit russo-ukrainien. Quel rôle pour l'Afrique en 2025 ? Bon, on espère déjà qu'avec le sommet qui se déroulera pour la première fois du G20 en Afrique du Sud, qu'on aura un peu plus d'autorité et qu'effectivement nos voix se feront entendre. Maintenant, est-ce qu'on peut on peut servir de médiation en tant qu'Africain dans les autres conflits? C'est une bonne question, mais je pense qu'on peut être des bons interlocuteurs parce que on est nous-mêmes dans des conflits. On peut, là, je prends l'exemple, par exemple, comme vous avez cité la Libye avec le président Sassou Nguesso qui n'a pas hésité, qui essaye, même si c'est hyper compliqué. Mais je pense qu'on peut aussi s'imposer dans d'autres conflits en étant des interlocuteurs complètement neutres, quoi. Sidi Kaba, en un mot, l'influence de l'Afrique en 2025 ? Oui, je crois que l'Afrique a une belle opportunité. Aujourd'hui, l'Afrique est courtisée compte tenu des enjeux géostratégiques mondiaux. Tout le monde est dans l'antichambre des palais en Afrique et il faut que l'Afrique profite de cette opportunité pour obtenir ce qu'elle n'avait pas obtenu par le passé, pour qu'elle puisse mieux peser dans les relations internationales. Je pense que le contexte actuel le permet, à condition que l'Afrique soit unie, qu'elle parle d'une seule voix. Si l'Afrique s'aligne derrière tel ou tel maître, elle ne s'en sortira pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais maître. Tous les maîtres ne sont pas bons. Il faut que l'Afrique s'affranchisse de toute tutelle et qu'elle s'affirme en tant qu'entité propre avec sa propre vision, sans regarder ce que pense tel ou tel, qu'elle définisse elle-même sa propre stratégie. Il nous reste quelques secondes. On vous a demandé de conclure avec une note d'espoir. J'ai même envie de vous dire un mot pour l'Afrique, une note d'optimisme. C'est un peu votre carte blanche. Karine Oriot, je me tourne vers vous en premier. Alors moi, je pense qu'on a une dynamique culturelle sur le continent africain qui est assez intéressante, qui inspire d'ailleurs toutes les industries créatives au monde. Et puis, je pense notamment au Festival du cinéma. Je pense à ce type d'initiative. Une initiative qui sera lancée, par exemple, à Libreville, la semaine du cinéma. C'est 2 jeunes, un Camerounais, un Burkinabé, qui ont décidé justement de montrer autre chose, de donner des formations. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis enfin, en Guinée à Conakry, depuis des années, il y a le Salon du Livre, les 72 heures du livre. Et cette année 2025, le thème, c'est la puissance féminine. Je pense qu'il n'y a pas mieux. On note ça. C'est dit en un mot, un seul mot. Non, moi, je pense que nous avons une belle opportunité à travers l'élection de la nouvelle commission de l'Union africaine d'envoyer un message fort. Un message fort et de choisir les gens qu'il faut. Merci. Parce que c'est ce qui nous a souvent manqué. Merci beaucoup. Merci Sidi Kaba, journaliste du président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Et merci Karine Oriot, journaliste et éditorialiste, d'avoir répondu tous les deux à nos questions. Merci beaucoup. C'est la fin de votre journal Afrique. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Nidia Paliakara pour une nouvelle édition. Excellente soirée sur TV5 Monde. À bientôt.